Bienvenue à TRF Chronique, épisode 01. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui tient toute une région en haleine. Imaginez 4 jeunes, une voiture, et puis plus rien, le silence total. C'est une histoire qui commence comme une simple virée entre copains, mais qui, heure par heure, se transforme en une angoisse nationale. On va décortiquer ensemble l'affaire des 4 de l'Aisne, une disparition qui soulève bien plus de questions que de réponses. C'est LA question, celle qui est sur toutes les lèvres, celle qui obsède les familles et bien sûr les enquêteurs. Une question toute simple en apparence, n'est-ce pas? Mais chaque heure qui passe sans la moindre réponse la rend plus lourde, plus pesante, plus angoissante. Pas de demande de rançon, pas de revendication, pas le moindre message, le vide est absolu. Que s'est-il passé ce jeudi soir, au cœur de l'Aisne? 4. Ce chiffre, il fait froid dans le dos quand même. Ce n'est pas une personne qui disparaît, c'est tout un groupe. 4 vies qui s'évaporent comme ça en une seule nuit. 3 d'entre eux sont mineurs, il y a un jeune majeur. Un départ groupé de cette ampleur, sans que personne ne donne la moindre nouvelle, eh bien ça rend l'hypothèse de la simple fugue d'ados de plus en plus difficile à croire. Et ça alerte immédiatement les autorités. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ce mystère, il faut reprendre les choses depuis le début. On va remonter le fil, tenter de reconstituer ce puzzle. On retourne donc dans l'Aisne pour suivre pas à pas la chronologie des événements qui ont transformé une simple absence en alerte nationale. Tout bascule ce fameux jeudi 15 janvier. C'est le tout dernier contact établi. Après ça, le néant. Leurs portables, vous savez, ces appareils qui sont presque greffés à nos mains, eh bien, ils s'éteignent, les uns après les autres. C'est le blackout complet, une coupure nette avec le reste du monde. Il faudra attendre le lundi, après un week-end qu'on imagine insupportable pour les familles, pour que l'affaire devienne officielle. 5 jours se sont déjà écoulés, 5 jours de silence radio total. Et ça, c'est un point super important. Il faut bien comprendre que les autorités ne parlent plus du tout d'une simple fugue. Non. L'enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Juridiquement, ce terme change absolument tout. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les circonstances, l'âge des jeunes, le fait que tous les téléphones soient coupés en même temps, le manque de raisons évidentes, tout ça, ça fait craindre le pire. Un danger bien réel. Et là, l'enquête passe à la vitesse supérieure avec des moyens bien plus importants. Mais au-delà des faits bruts, au-delà des procédures, il y a des visages, des prénoms. Mettons un nom sur ces 4 jeunes. C'est important pour comprendre qui ils sont. D'abord, il y a Thomas Allard. Il a 20 ans. C'est le plus âgé, le seul majeur du groupe. Et surtout, c'est lui qui est au volant de la Peugeot. Ce n'est pas anodin, ça lui donne une sorte de responsabilité, vous voyez. C'est un peu le repère adulte de la bande. Ensuite, Margot Nizan, 16 ans. Et là, son histoire ajoute une bonne dose de complexité à l'affaire. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà considérée en fugue avant même cette disparition de groupe. Alors forcément, les enquêteurs se posent la question, est-ce que c'est une nouvelle fugue, mais en groupe cette fois, ou est-ce que son passé n'a rien à voir? Est-ce que ce n'est pas justement la clé de toute l'énigme? On a aussi Léa Duguet-Vermandel, 16 ans également. On sait qu'elle quitte la maison de ses parents le jeudi soir, vers 22h30. C'est tard quand même. Ça sonne moins comme une sortie improvisée et plus comme un rendez-vous qui était prévu, non? Et pour finir, le 4e passager, Clément Dumont, 16 ans. Lui, comme Thomas, on l'a vu pour la dernière fois le jeudi matin. Voilà, on a notre groupe. 4 jeunes, avec des histoires un peu différentes, mais qui se retrouvent tous ensemble pour un voyage dont on ne connaît ni la destination, ni le but. Au milieu de toutes ces questions, de ce brouillard, il y a une seule chose de concret, un seul indice tangible. Et cet indice, c'est peut-être la clé de toute l'affaire. Leur voiture. C'est vraiment le seul élément matériel sur lequel les enquêteurs peuvent s'appuyer. Cette Peugeot 206 blanche. Elle est au cœur de toutes les recherches. L'idée est simple. Si on la trouve, on a une chance de retrouver les 4 jeunes. Forcément, toutes les patrouilles sont dessus, sa photo est absolument partout. Et l'info cruciale, la voilà. La plaque d'immatriculation. Retenez-la bien, AY 354 TJ. Elle est diffusée en boucle, partout. C'est le signalement le plus précis qu'on puisse avoir. Et la gendarmerie espère vraiment que la vigilance de tout un chacun va permettre de repérer ce véhicule. En plus de la voiture, bien sûr, il y a les descriptions physiques. Thomas, très grand, 1m90, avec ses lunettes rondes si particulières. Et Margot, avec son sac de marque, un Zadig et Voltaire. Ça peut paraître être des détails, mais pour un témoin, ça peut faire toute la différence. C'est ce qui permet une identification formelle. Et puis, comme toujours dans ce genre d'affaires à l'ère du numérique, il y a 2 enquêtes qui se mènent en parallèle. Celle officielle de la gendarmerie et puis celle officieuse qui bouillonne et s'emballe sur les réseaux sociaux. C'est un peu le choc de 2 mondes.
D'un côté, sur Internet, ça part dans tous les sens. Des gens pensent les avoir vus au Luxembourg, puis à Charleville-Mézières et enfin à Reims. De l'autre côté, on a la gendarmerie qui se doit de rester hyper rigoureuse et qui répète en boucle « Pour l'instant, nous ne pouvons confirmer aucun de ces témoignages ». C'est un vrai casse-tête pour eux de faire le tri entre les vraies pistes et le simple bruit de fond. Face à cette agitation, la réponse officielle, elle, est très structurée, très méthodique. L'enquête n'est plus locale, elle est nationale. On alerte même les collègues belges via le Centre de coopération policière, et chaque signalement, absolument chaque témoignage, même le plus farfelu en apparence, est systématiquement vérifié. C'est un travail de fourmi, loin des caméras, mais qui est absolument essentiel. Mais voilà, le problème, c'est que malgré tous ces moyens déployés, malgré tout ce travail, la seule certitude après 5 jours, c'est qu'on ne sait toujours rien. Le mystère reste complet, et le temps qui passe ne fait qu'épaissir ce brouillard. Cette phrase du lieutenant-colonel qui dirige l'enquête résume parfaitement la situation. La prudence reste de mise. C'est une façon de dire « calmez-vous, on travaille », mais pour l'instant, on n'a rien de solide, rien de concret. Pour les enquêteurs, seules les preuves matérielles comptent. Et pour l'instant, de preuves, il n'y en a pas. Alors, si on met de côté toutes les rumeurs, toutes les hypothèses, qu'est-ce qui nous reste de certain? Les faits. Rien que les faits. Et ils sont terriblement simples. 1. 4 jeunes se sont volatilisés. 2. Une voiture blanche est introuvable. 3. Leurs téléphones sont coupés. Et 4. Ça fait 5 jours de silence total. C'est tout ce qu'on sait. C'est justement pour ça que cet appel à témoins est si crucial. La moindre information, le plus petit détail qui peut sembler anodin, ça peut être la pièce qui manque au puzzle. Les gendarmes le martèlent, si quelqu'un a vu quelque chose, le groupe, la voiture, il faut appeler ces numéros, sans hésiter, tout de suite. On se retrouve donc avec ça. Une voiture blanche, 4 jeunes, et un silence assourdissant qui dure. Alors fugue qui a mal tourné, mauvaise rencontre, acte volontaire, préparé et organisé. Pour le moment, absolument toutes les pistes restent sur la table. L'énigme des 4 de laine reste entière, suspendue à un fil. Le fil d'un témoignage qui pourrait enfin briser ce silence insoutenable.